Est-ce que vous avez votre mot ? Un peu, il est tout pourri là. T'as l'impression d'avoir un journaliste de Studio Magazine, mais je l'ai. Ah, moi, c'est pire que Studio Magazine. Ah ouais? Ouais, je sais pas, ça doit être Gala. Ouais. Mon mot, un truc comme ça, quoi. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, que du beau monde, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, grâce à lui, on a une belle console toute neuve pour accueillir nos voix suaves qu'il saura mettre en valeur. Salut Alain. Salut. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, imaginez que vous vous réveillez dans une superbe villa au milieu du désert californien. Il y a une piscine, des invités bien habillés, de la bière à volonté. Le temps est radieux. Un mariage se tiendra ici dans quelques heures. Pas mal comme tableau. Maintenant, imaginez que vous avez bien profité de cette journée, vous avez fait la fête toute la soirée et vous vous endormez du sommeil du juste. Mais quand vous rouvrez les yeux, cette journée recommence. Encore et encore. Et encore. Vous êtes coincé dans une boucle temporelle et forcément, cette journée idyllique prend une autre saveur. C'est précisément ce qui arrive aux héros de Palm Springs. Dans cette rom-com façon Un jour sans fin, Niles revit inlassablement la même journée, la marmotte en moins. Mais quand Sarah, la sœur de la mariée, se retrouve piégée à son tour dans cette boucle temporelle, une nouvelle dynamique se met en place. Sorti sur Amazon Prime Video le 12 février dernier, Palm Springs est le premier film réalisé par Mark Barbakoff. Côté casting, on retrouve Andy Samberg, un habitué du Saturday Night Live, et Christine Milioti, la fameuse Mother de la série Oh I Met Your Mother. Projeté en avant-première à Sundance en janvier l'année dernière, le film a été plutôt bien reçu. Il est même nominé aux Golden Globes dans les catégories meilleur film comédie et meilleur acteur dans un film comique. Alors, est-ce que le succès est aussi au rendez-vous pour nos chroniqueurs ? Déjà, est-ce qu'ils sont prêts ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Marie ? Alors moi je vais dire Feel Good Movie. Feel good. Ok. Alors moi je vais faire un jeu de mots pourri comme si j'étais journaliste à Studio Ciné Live, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Mise à jour sans fin. D'accord, ok. Moi j'allais dire rafraîchissant, tu vois, comme tu vois, voilà. Je sais pas, mi-figue, mi-raisin. Pour le coup, j'arrive pas à trouver un mot pour ce truc, quoi. Tu vois. Mi-figue, mi-raisin. Bon, c'est... Non, j'avais rafraîchissant. Non, mi-figue raisin, c'est Yannick. Attends, c'est bon, j'ai pas lu. Pardon, c'est vrai. Il l'a fait 3 fois en plus. Rafraîchissant. Voilà, je sais pas. J'ai vraiment pas d'autres mots. Comme une tête dans une piscine. Par exemple. Tu vois, mais entre autres choses, ouais. J'ai vraiment pas de mots pour ce truc. Moi j'avais honte du mien, dire le tien est pire. Hein. Non, parce que moi le mien je le comprends. Je le comprends pas le tien. Non. Mais si, parce que c'est une mise à jour de Un jour sans fin, tu vois. Ça update un peu Un jour sans fin. Mise à jour sans fin. Tac, tu vois. Tu vois, il n'y avait pas de virgule au bon. On peut mettre une cymbale là plutôt que Street Fighter. Non mais Eric et moi on se connaît depuis 20 ans donc on se... Voilà. Non mais quand l'ingé son derrière se frotte les yeux, c'est pas bon signe. Ça veut dire que j'ai perdu une grosse partie du public. Allez, c'est parti, tu vas pouvoir nous expliquer ça en long, en large et en travers. Mais ce qui est très très bien dans le film, je trouve. Alors déjà, je voulais vraiment pas le voir, j'ai été traîné par les pieds parce que les films qui imitent les structures d'autres films, je pense que c'est pas le seul à me saouler. Et bon, Un jour sans fin, j'adore. Je pense que c'est une des meilleures comédies au monde, soyons clairs. Donc je voulais vraiment pas voir ce film. Quand Stéphane m'a dit que c'était bien, j'ai quand même jeté un œil. Et là, en fait, c'est bien pour des raisons qu'on ne pense pas que le film atteindrait. C'est ça qui m'a vraiment frappé. C'est que, déjà, il duplique le concept, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui sont bloquées dedans. Le mec en profite pour faire une comédie romantique, très bien ficelée. Et en plus, il update donc, la structure d'Un jour sans fin en y ajoutant en fait tout le côté physique quantique.
Et en fait, la physique quantique, elle a eu beaucoup d'impact en fait sur la culture du 21e siècle. Elle a transformé la science en un espèce de langage mystique moderne. Et je trouve que ce film, en fait, il parle très très bien de ça et il a très très bien digéré toutes ces références. Donc déjà, ce film que je pensais être une ressucée, un pur produit, m'a vraiment surpris. Et en plus, c'est un des rares films, je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien votre avis, vous les femmes, où le personnage féminin, pour une fois, est vraiment bien, quoi. Genre, ça faisait longtemps... Dans une comédie romantique. Dans une comédie romantique, oui. Dans beaucoup de films. Hein. Et dans beaucoup de films aussi. Mais ouais. en fait, c'est vrai que dans les comédies romantiques, en général, les personnages féminins, il est pas. C'est pas le. Ils ont pas souvent la personnalité. Voilà. Elle attend pas de trouver le grand amour, quoi. Enfin, c'est pas. C'est ça, elle est pas là c'est pas pour son ça. unique but dans la vie, c'est même pas son but dans la vie, donc voilà. Mais ouais, ce que tu disais, ouais, je te rejoins sur ça, c'est que c'est en fait c'est un film, je pense, qui est très conscient de ce qu'il est et d'où il arrive et de qui sont de ses influences, ses héritiers et à quel moment il se place dans le cinéma, parce qu'un jour sans fin, c'était il y a 40 ans, donc il nous refait pas. Même c'était pas quoi 30, attends. C'était sérieux? Je sais pas. 93. Non, mais moi j'ai 20 ans, donc c'est faux. Mais voilà, enfin, c'était, en tout cas, c'est un film qui arrive, qui est assez honnête sur ça et qui du coup nous refait pas tout le début d'un jour sans fin avec en fait il part du principe que les spectateurs ont vu tous ces films et qu'ils connaissent le concept, et le personnage d'Andy Samberg dit au personnage de Sarah ouais, c'est une de ces histoires de boucle temporelle machin, en fait on évacue ça hyper vite, on arrive, le personnage lui est déjà coincé dans cette boucle depuis super longtemps, en fait on sait pas combien de temps, mais a priori ça fait très très longtemps, donc il y a pas dans un jour sans fin, l'élément qui arrivait c'était qu'il se retrouvait coincé, là il est déjà coincé depuis longtemps, et l'élément qui vient perturber sa petite routine, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui se retrouve coincée. Donc sur le côté mise à jour, déjà c'est assez intéressant parce qu'on se retape pas une histoire qu'on connaît déjà. Et sur ce que tu disais, donc sur les personnages féminins, moi j'étais assez contente parce que je suis pas très très fan des comédies romantiques, parce que justement c'est jamais hyper flatteur pour les personnages féminins. Mais j'aime bien les comédies romantiques qui mixent leur concept avec un autre concept, et du coup là c'est un peu deux concepts que j'aime bien mélanger. C'était pas dit que ça marche, mais c'est assez intéressant. Je trouve que le casting est hyper cool. Bon, Andy Samberg, ça fait une dizaine d'années voire plus qu'on le connaît dans le SNL, dans Lonely Island, il a fait quelques films avec Lonely Island. Il est aussi évidemment hyper connu pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine. Il joue toujours un peu le même genre de personnage de trentenaire, un peu branleur, voilà, un peu ado attardé, qui fuit un peu ses responsabilités. Donc c'est pas un grand rôle de composition, mais moi je trouve que ça marche toujours bien de le voir arriver en short de bain et en chemise hawaïenne au mariage en train d'ouvrir des canettes, quoi. Et en fait c'est intéressant, le personnage féminin qui est une actrice qu'on n'avait pas beaucoup vue au cinéma, et puis même dans How I Met Your Mother, au final on la voit très très peu. Elle a un petit rôle. Ouais, c'est vraiment un personnage très secondaire, et j'étais assez étonnée et assez contente de la voir dans un rôle intéressant, où au final c'est deux personnages qui se ressemblent mais qui sont assez blasés de la vie, qui attendent pas grand chose. Bon, lui encore plus blasé parce qu'il est coincé, lui s'est fait une raison, en fait il essaye plus, il a tout essayé, il a essayé de partir, il a essayé de s'améliorer, il a essayé plein de trucs, et en fait suicidé un nombre incalculable de voilà, fois. et en fait il essaye plus, il l'entraîne, elle arrive, donc c'est elle qui essaye un peu, et il fait non mais ça je l'ai déjà fait, c'est mort. Quand elle décide de foncer dans un camion avec la voiture, il fait non mais la douleur est réelle, moi je veux crever, je veux pas mourir pendant des heures aux urgences. Donc lui c'est un peu son guide dans ça, et une fois qu'elle a passé ce stade où elle essaye de partir, elle essaye de rentrer chez elle, et elle voit qu'elle se réveille toujours à cet endroit-là, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils abandonnent vite ce concept qui est un peu le concept du Diane Retry qui est dans plein de films, et ils partent sur un peu un monde ouvert, et ils essaient de faire ils font plein de conneries, et moi je trouve que cette partie elle est hyper chouette. En fait c'est hyper léger, hyper mignon. Moi c'est pour ça que je disais feel good movie, c'est un film qui m'a fait du bien à ce moment-là, quoi. Et je trouve ça assez chouette de les voir faire des conneries en bagnole, de voler un avion. Enfin, c'est littéralement des trucs que tu fais dans des jeux comme GTA, en fait. Et je trouvais ça assez rigolo. Mais dans la deuxième partie du film, en fait, le film donne pas toutes les cartes sur les personnages et donne pas tous les enjeux. Et dans la deuxième partie, on s'aperçoit pourquoi, un peu de son arc à elle, et on voit pourquoi elle veut absolument quitter cette boucle temporelle, parce qu'elle se réveille tous les matins dans une situation qui, évidemment, la met face à ses responsabilités, à sa culpabilité, et
donc à ce moment-là, il y a un second souffle dans le film, et au final, la résolution, c'est elle qui l'apporte. Et donc c'est ce que tu disais sur les personnages féminins, c'est en fait elle qui réussit avec des tutos YouTube et avec son ordi, avec ses bouquins et tout, tous les jours. Là pour le coup, elle essaie de s'améliorer, d'apprendre des choses jusqu'à résoudre le truc et réussir à sortir de la boucle en fait, et du coup je trouvais ça hyper intéressant que la résolution vienne par elle et pas par lui. Ouais, c'est la version science de Boss Level dont on parlera la semaine prochaine, où le personnage finit par s'entraîner au sabre, et là bon, c'est l'entraînement mais façon tuto YouTube et science. Ouais, dans Un jour sans fin il apprenait le piano, et là elle apprend la physique quantique, c'est quand même un level au-dessus quoi. Voilà, et dans une interview le réal disait que, un petit peu comme ce que tu disais, c'est presque comme si vous viviez la suite d'un film que vous n'avez pas vu. Niles est le maître de cet univers, et soudain vous y ajoutez un autre personnage et sa routine est complètement bousculée. Et c'est vrai que voilà, l'irruption du personnage féminin dans ses petites habitudes où il semblait finalement résigné, quand on apprend à le connaître un petit peu, d'un coup apporte un regard complètement neuf sur la situation. C'est exactement en fait ça le truc en fait qui je trouve qui est assez fort avec ce personnage là, c'est que dans l'idée en fait d'un jour sans fin, c'est que le personnage de Bill Murray doit apprendre à devenir la meilleure version de lui-même quoi. Mais c'est presque en fait c'est bouddhiste quoi en fait si tu veux, il y a vraiment une logique presque philosophique et spirituelle. Là en fait c'est impossible avec un personnage comme Andy Samberg, parce que en gros comment t'appelles ça, je pense qu'il est un peu plus con en fait qu'elle quoi. C'est aussi ça le truc en fait, c'est mine de rien, c'est quand même assez rare de le montrer dans une comédie romantique en fait, que le personnage masculin finalement il a ses limites. Il le dit ouvertement, il a abandonné. Il a abandonné, mais il est un peu con. Enfin, il faut le dire aussi, il est un petit peu con sur les bords, le mec. En même temps, il le montre assez rapidement dans le film. Elle arrive avec cette idée de peut-être qu'il faut faire comme dans ces rom-coms, peut-être qu'il faut faire comme dans Un jour sans fin, devenir une meilleure personne. Je vais avouer à la terre entière ce que j'ai fait, ce que j'ai à me reprocher. Bon bah non, ça marche pas. Sauf que ça marche pas parce que en gros, justement, en fait, c'est calculé. Toute l'idée justement de ce personnage en fait qui est hyper intéressante avec le personnage féminin, c'est que en fait quand elle débarque, même si tu calcules pas forcément sa propre culpabilité au début, l'idée c'est que c'est elle en fait qui est l'élément perturbateur dans la logique du personnage masculin principal. Si elle n'était que ça suffirait pas en fait, si tu veux, à la rendre, moi à mon sens, attachante quoi. Ce qui la rend attachante, c'est une fois que t'as démontré, et par le truchement du montage et par tous ces trucs là etc qui sont en train de tomber amoureux, et que du coup en fait les mecs jouent avec tous les moments où ils se lèvent, et d'un seul coup en fait à chaque fois qu'ils se lèvent ils sourient etc de plus en plus, tu vois, qu'ils sont de plus en plus contents de faire les cons ensemble etc. Bah justement en fait quand tu rajoutes cette notion derrière, en fait ça lui donne une gravité en fait qui pour moi la rend réelle en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas un personnage de rom-com de base quoi. C'est vraiment elle a quelque chose à se reprocher. Alors, en tout cas elle a fait une erreur en fait si tu veux, et le truc si tu veux c'est que en gros dans cette erreur là, c'est une erreur où tu comprends tout de suite que vu le personnage, c'est une propre détestation d'elle-même. Sauf que toi en fait t'es totalement dans l'empathie à ce moment là, parce que de toute façon en fait t'as appris à l'apprécier avec le film en fait. Donc il y a tout un fonctionnement qui est déjà de base pour moi qui sort un peu du concept justement d'Un jour sans fin pour en fait aller dans un truc classique, mais avec une utilisation de montage qui dynamise tout ça quoi. Et après moi le seul vrai défaut que j'ai en fait si tu veux avec le film, c'est cette logique d'expliquer, si tu veux, vraiment d'où vient la boucle, tu vois. Ils en ont besoin pour justifier qu'elle rentre dans la situation, mais j'ai presque envie de dire que justement en fait tu vois, toute cette logique de dire, comme on disait, voilà, ils connaissent Un jour sans fin donc on n'a pas besoin de leur expliquer. Bah, je trouve que c'est un peu le truc où ils se sentent obligés de le faire, et je trouve que c'est un peu maladroit. Ouais, mais ils en ont besoin pour en sortir aussi. Si alors, pas, là, on peut le dire, hein, la boucle temporelle vient d'une grotte. Une grotte qui s'est ouverte dans le désert, et quand on s'approche de cette grotte-là, on rentre dans cette boucle temporelle. D'ailleurs, ils sont pas juste deux, il y a un troisième personnage aussi qui est incarné par un truc super cool en fait, par J.K. Simmons, qui se retrouve lui aussi coincé
contre son gré dans cette boucle-là, et qui est un personnage secondaire, mais qui est hilarant. Toutes ses interventions sont et pas que. drôles. Enfin, ils ont à un moment donné une vraie scène. Il a un arc intéressant aussi, en fait, parce qu'au départ, c'est un peu l'antagoniste. Littéralement, la première scène où il apparaît, il lui tire dessus à l'arbalète ou à l'arc, il lui plante une flèche dans le dos, et il essaie de le tuer parce que dans une des 1000 versions qu'a vécu le personnage de Niles, il l'a entraîné sans le vouloir. Ils avaient pris de la coke ou je sais pas quoi, il l'a entraîné dans la grotte, et du coup, lui est bloqué aussi. Et donc, au départ, il a juste ce rôle-là, mais en fait, lui, ce mec-là se réveille chez lui parce qu'il dormait pas dans l'hôtel, donc lui, il se réveille avec sa famille et tout, et donc il vient sur le lieu du mariage pour le buter une fois tous les 4 matins, quoi. Il veut se venger d'être coincé. Mais de temps en temps, il reste chez lui, et en fait, à un moment, donc le personnage de Niles va le voir, et en fait, l'autre lui dit qu'il a accepté, qu'en fait, avec cette boucle, il s'est aperçu que il allait pas évoluer dans sa vie, mais qu'il s'est aperçu qu'il était à un moment pas si mal de sa vie, qu'il a sa femme, il a ses gamins, et du coup, apparemment, c'est un week-end, et il passe sa journée à boire des bières dans son jardin, à regarder son fils qui arrose une crotte de chien, et il trouve ça cool, quoi. Et ça fait partie des moments, finalement, qui apportent une vraie dimension philosophique. Ce personnage-là apporte ça aussi au récit. À plus forte raison, moi je trouve, parce que en fait justement, encore une fois, si toi en fait en tant que spectateur t'es éventuellement au début, puisque c'est lui qui est coincé dans la boucle en premier en fait, et qui te raconte en fait en gros le concept du film, c'est-à-dire Andy Samberg, en fait au bout d'un moment tu peux pas rester sur ce personnage-là, parce que ce personnage-là n'évolue pas de lui-même. C'est pour ça que je dis qu'il est con en fait, ce perso. Et c'est-à-dire qu'en fait en gros c'est le simple fait que l'autre ne vienne pas le voir, à un moment donné il se dit putain mais qu'est-ce qu'il fout en fait. Donc il va à sa recherche, et là le mec lui dit j'ai lâché l'affaire en fait. Et tu devrais aussi évoluer parce qu'au moins tu as cette situation-là. Et en fait, c'est tous ces éléments. Si tu déconstruis les scénarios de manière générale, même et surtout de comédie romantique, en général, en fait, t'as souvent en fait c'est des personnages secondaires qui expriment en fait en gros la problématique du personnage principal, parce que le personnage principal en général n'en a pas conscience. Donc là-dessus ça fonctionne très bien, et c'est pour ça que ça marche en fait en tant que comédie romantique à proprement parler, parce que justement dans ces moments-là ils ont fait le bon choix de justement laisser le concept en arrière-plan, mais de le compléter par une vraie écriture en fait qui pour moi à mon sens en fait rend le truc fluide et attachant, parce que et complètement légitime. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc pour moi c'est en ça que ça fonctionne. D'où l'idée, si tu veux, pour moi à la fin, l'histoire de la grotte, c'est aussi pour justifier. Tu disais est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas, mais moi je m'en fiche en fait qu'ils s'en sortent ou pas. Non, c'est pas qu'ils s'en sortent, mais s'il y a pas de grotte et qu'ils sortent de leur s'ils ne cherchent pas un moyen de sortir de la boucle, dans ce cas-là, elle va à aucun moment, Sarah, elle va à aucun moment chercher à apprendre la physique quantique, donc on n'aura pas toute cette partie-là. S'il n'y a pas d'issue mais il y a aussi un enjeu en fait où à un moment il lui dit qu'il l'aime, et elle lui fait non mais t'es sérieux, évidemment que tu m'aimes, je suis la seule personne bloquée avec toi, et en fait elle lui dit la vraie question c'est si on sort de là et qu'on est dans le monde avec 8 milliards d'êtres humains, est-ce que tu m'aimeras quand même? Et c'est aussi ça la question, parce que lui veut pas sortir. Quand elle lui dit qu'elle a une solution, lui veut pas sortir parce qu'il est resté dans son petit confort. C'est une façon de pas évoluer dans sa vie, parce que le personnage aussi dès le début il est assez bien caractérisé, parce qu'on voit qu'il est dans une relation avec une autre meuf qui est assez pathétique, et au final il décide de rester dans son truc parce que c'est plus facile de rester immobile et de pas trop se poser de questions que de sortir, de faire un pas et d'essayer de s'en sortir. Donc c'est aussi pour ça je pense du coup qu'ils ont cette problématique de à un moment il faut résoudre le truc et en sortir pour faire évoluer les personnages. Et c'est en ça que ce film est assez légitime en fait, je trouve, en dehors de son Un jour sans fin rip-off, son côté Un jour sans fin rip-off, c'est qu'à un moment en fait dans le deuxième acte on s'aperçoit de quelque chose, et ça c'est le rôle de la comédie romantique, d'être le reflet d'une relation humaine en fait, que d'un côté on a un mec qui veut pas sortir de sa routine, et de l'autre on a une fille qui veut faire autre chose. Ça peut donner de très très mauvaises comédies romantiques. Moi je pense à Garden State, qui est ni fait ni à faire, je pense, ou qui a créé cet archétype qu'on va appeler la Manic Pixie Dream Girl, qui est la fille un peu décalée. Je déteste ce terme, mais là il est vraiment approprié, qui va sortir le héros de sa routine. Sauf que là, c'est comme tout le concept du film est autour de ça. Là, c'est complètement magnifié. Et donc en fait, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est qu'en fait tous les archétypes de la comédie romantique là, ils sont à leur place, mais ils sont magnifié par le concept et par les personnages, parce qu'en fait tous les problèmes du film ne viennent pas du concept, ils viennent des personnages.
Et c'est là où on se dit, c'est pour ça que je pense que ce film, je crois qu'il a été vendu 16 millions de dollars à Sundance. C'est le film le plus cher acheté à Sundance, parce que je crois que le précédent était à 17,5 millions et celui-là est à 17,5 millions et 69 cents. Voilà. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que ça complète le puzzle de l'énigme de la comédie romantique. Et aussi, voilà, c'est un film, moi, que je reverrais bien, qui est d'une fluidité incroyable et où on sent, parce que je sais que dans ce podcast quand même on n'aime pas beaucoup de films, et quelque part je me suis dit, quand j'ai vu ce film, je me suis dit c'est pas que de notre faute, et quand même les films sont mauvais en ce moment, et quand on en voit un bon, on se dit ouais, effectivement on est capable de l'apprécier. Et voilà, il y a une vraie différence quand même. Ouais, moi je suis hyper contente parce que c'est le 5e ou 6e épisode que j'enregistre et on parle enfin d'un film que j'ai aimé. Ouais, c'est la première fois. Oui, ça fait plaisir. Et j'ai rien de mal à dire sur ce film en plus, vraiment. Il y a quelques plans à la Sundance. Voilà, non, mais en fait, si tu cherches la petite bête, c'est ça que je veux dire. C'est plus un ou deux moments où je me suis dit bon, et d'autant plus que justement quand ils te le vendent dans la bande annonce, en fait, c'est les plans auxquels je pense. Le premier plan où je me suis dit putain, mais ça c'est quoi ce plan à la Sundance, tu vois, c'est ce qu'ils utilisent pour mettre le logo Sundance en gros sur la bande annonce. Mais c'est effectivement, mais c'est bon, pas on est très loin des frères McMullen, quoi. Non mais voilà, et puis c'est ton grand truc, ton grand film de merde. Personne s'en souvient, mais ouais. Qui est le pire film Sundance. La représentation même de ce que voilà, c'était avec plus personne. Ouais, tu veux pas le dire, quoi. C'est pas grave. Edward Burns, c'était qui? Edward Burns, ouais, c'est ça, qui joue dans Le Soldat Ryan, dans les trucs comme ça, quoi, depuis, quoi. Mais on remonte à loin, Eric et moi. Je le connais par cœur. Quand il me sort ces trucs-là, c'est la 350. Vous, c'est la première fois que vous l'entendez. Moi, c'est la 350e fois que je l'entends, quoi. Mais non, c'est vraiment pour chercher la petite bête, hein, pour le coup, ce genre de petits trucs-là, parce que c'est vrai que voilà, c'est en fait rafraîchissant, parce que c'est le terme que j'ai utilisé qui a fait rigoler. Pétillant, t'aurais pu dire. Pétillant, j'aurais pu dire, mais ça aurait été vraiment, on aurait été dans Gala, quoi. Tu vois, mais parce que voilà, justement, en fait, c'est une manière, en fait, personne pourra vraiment refaire ça. C'est-à-dire, en fait, quand on a vu Un jour sans fin, moi, je me suis pas dit c'est une comédie romantique, je me suis pas dit tout ça, je me suis pas posé la question, en fait. Je me suis dit c'est un grand film, tout bêtement, parce que, en fait, je me disais, c'est un tel concept, tellement poussé à terme, que je me disais, personne pourra faire ce film. Et d'ailleurs, il a fallu 25 ans pour essayer et pas 40, hein. Désolé. Je me disais, Marie, il a fallu 25 ans ou 30 ans pour arriver à peu près à renouveler ça. Et justement, en fait, t'es pas du tout l'impression que t'es en train que Bill Murray, en fait, manque à l'équation, que tu vois, voilà. Que c'est un remake raté. C'est un remake raté. Il y a ce film avec Tom Cruise, là, Edge of Tomorrow. Moi, le problème que j'ai avec Edge of Tomorrow, c'est que j'ai jamais l'impression que le personnage de Tom Cruise cherche à être meilleur en tant que personne, c'est-à-dire ce qui est quand même le principe même d'Un jour sans fin, quoi. Il essaye d'être plus fort. Bah voilà, mais il est plus fort que des aliens à la con. Donc le truc, si tu veux, c'est que, et pour moi, ce que ça revient à dire, c'est que quand je regarde un truc comme Edge Tomorrow, et je pense que les gens vont râler parce que j'ai l'impression que c'est un film assez populaire, c'est que en fait, je vois la vie de Tom Cruise, c'est-à-dire Tom Cruise qui essaie de contrôler son environnement. Là, si tu veux, le souci, et bon sciento qu'il est, quoi, j'ai envie de dire même, mais le truc, si tu veux, c'est que pour moi, justement, la problématique, c'est que l'inversement, et c'est ça qui rend le personnage féminin assez touchant, finalement, c'est que le perso dans Isambert, il cherche même pas à rendre sa vie meilleure, il cherche juste à passer un jour après l'autre. Il le dit littéralement, il dit ouais, maintenant j'ai tout essayé, je cherche juste à faire le moins d'efforts possible, quoi. Voilà, c'est le vrai nihilisme, en fait. Voilà, et lui, et en fait, si tu veux, lui, il est d'un seul coup, il est surélevé par ce personnage féminin qui n'est pas particulièrement une nana forcément à la base, tu vois, elle a ses défauts aussi, on va dire, quoi, mais justement, en fait, c'est l'alliance des deux qui fait que ça fonctionne, et c'est en ça aussi que la comédie romantique fonctionne, à mon sens, c'est que tu te dis, bah, en fait, ouais, elle peut faire quelque chose, elle va le surélever, ce mec, quoi, tu vois. Et mine de rien, c'est pas un enjeu si réussi que ça en général dans les comédies romantiques, c'est ça le truc, quoi. Puis la différence avec Un jour sans fin aussi, c'est quand même que dans Un jour sans fin, Bill Murray est tout seul dans sa condition de répétition quotidienne, alors que là, ils sont deux, ils sont même trois, bon, c'est ce duo-là qui est principalement à l'écran, et finalement, ça en fait un huis clos, plus que au-delà du côté répétitif de ce qu'ils vivent. Il y a ce côté, on peut faire le focus sur la relation qu'ils tissent parce que eux ont cette temporalité-là pour nouer leur lien. Oui, bah c'est-à-dire qu'on sait pas. En fait, c'est assez marrant parce que je crois que j'avais lu un truc sur le film où il disait, en gros, il s'est passé entre 40 jours et 40 millions de jours.
En fait, ils savent pas c'est exactement. Il s'est passé tellement de temps que le personnage de Niles a oublié depuis combien de temps il est dans cette boucle. Mais je pense que tu peux plus tenir. Enfin, je pense que si t'es vraiment coincé dans une boucle comme ça, tu peux pas tenir le compte. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, c'est voilà. Mais le truc en fait avec Un jour sans fin, qui pour moi je trouve est formidable, c'est qu'en fait il est confronté à la souffrance permanente à laquelle il fait pas du tout attention. C'est-à-dire qu'en fait d'un seul coup il développe une empathie que justement le personnage de Niles ne développe absolument pas dans le film, quoi. C'est-à-dire c'est en ça en fait, si tu veux, que sa présence elle rend comment dire l'idée originale en fait de coincer les gens et J.K. Simmons aussi dans la boucle. Et après il y a ce taux de truc que j'aimerais aussi, enfin j'ai un peu touché du doigt, mais je pense que il y a ce truc en fait qui est hyper bien foutu dans la façon de répéter les choses. C'est-à-dire que dans Un jour sans fin, c'est un problème en fait dans ce genre de film si tu rates en fait les éléments qu'on va te répéter, parce que justement la répétition elle vient d'une mauvaise écriture d'origine. C'est-à-dire que moi dans Edge of Tomorrow justement, tout ce qu'on te répète en permanence, ça ne m'intéresse pas en fait. Déjà la première fois je me suis dit ok, on a passé le quart d'heure là, hop on te le répète. Là justement en fait le truc c'est que il y a des moments où il répète les scènes. Et en fait, on va dire que tu as des facilités. Par exemple, au tout début, pour te montrer qu'il contrôle son environnement, il danse autour de la nana, si tu veux. Il connaît absolument tous les mouvements des autres personnes qui dansent. Donc, si tu veux, il va au milieu. Ça, c'est assez facile. On va parler de Boss Level la semaine prochaine, ils le font aussi. Mais le truc, c'est que ce qui est bien foutu, je trouve, dans le montage, c'est que vraiment, en fait, d'un seul coup, toi-même, en fait, tu as conscience des éléments et tu vois les distinctions, en fait, à chaque fois. C'est pas des scènes entières, c'est vraiment des petits bouts. Ce qui fait que même, en fait, ce qui aurait pu être en trop, tu vois, par exemple, c'est la réapparition dans le générique de fin dans un flashback, tu vois, de J.K. Simmons. En fait, ça la rend encore plus touchante. C'est-à-dire que, parce que, du coup, tu vois d'un seul coup que t'as jamais vu le personnage de Niles comme ça, parce que d'un seul coup il est en costume. Donc tu comprends que c'est la toute première fois, si tu veux. Et en fait, il t'explique du coup le paradoxe temporel avec 3 détails. Et ça, mine de rien, il faut arriver à le faire, quoi, sans jamais perdre le spectateur. Tu sais exactement où tu es. Tu sais que comme il est sorti de la boucle, et que J.K. Simmons n'est pas sorti de la boucle, d'un seul coup, en fait, t'as compris, là j'ai spoilé, je suis désolé, mais en fait, t'as compris, en fait, si tu veux, en gros, que pour J.K. Simmons, ça y est, en fait, il revoit, comme il le voyait pour la première fois, en fait, le personnage de Niles. Et c'est vraiment des détails, mais qui fonctionnent super bien, qui sont hyper fluides, voilà. Et ça, mine de rien, c'est écriture, oui, montage, etc., pour arriver à rendre ça complètement... Enfin, voilà, ça, c'est... Mais en fait, je crois que je serais peut-être tout seul sur ce concept, mais de mémoire, et ça fait longtemps que je regarde des films, je connais pas vraiment de films en fait où les acteurs sont bons sans un scénario bien écrit, et où même la mise en scène est super sans un scénario bien écrit. Je pense que le scénario c'est vraiment la base totale, et qu'en fait la différence entre ce film-là et tous les autres, c'est que le scénario est bien écrit. Et je pense que le scénario est bien écrit parce qu'il y a eu énormément de travail, et du coup ça se sent et ça paye. Mais ce qu'ils disent d'ailleurs par rapport à la fin de l'histoire, c'est qu'ils ont écrit des versions différentes, ils ont tourné des versions différentes, ils les ont projetées à leur entourage, ils ont fait voter leurs proches et ils ont sélectionné la version qui a reçu le plus de suffrages après 3 projections consécutives. Donc, et je pense qu'on est encore dans une période où en fait le scénario reste encore sous-estimé. Moi je me souviens il y a eu un acteur un jour quand il a reçu un Oscar qui a remercié le script, c'était Jack Nicholson pour As Good As It Gets, mais sinon il remercie tout le monde sauf le script. Et c'est vraiment toujours les grands oubliés en fait, les scénaristes. Et là on voit que quand même, vu que ces temps-ci on est quand même dans une période où les films sont mauvais, voilà, ça paye d'avoir un scénario bien écrit quand même. Ouais. Mais je crois d'ailleurs que il faut que je vérifie ça, mais il me semble que le scénariste, pour le coup, a été nominé pour un prix, alors un prix américain, et pas les Golden Globes pour le coup. Oui, Best Original Screenplay, donc Andy Siara a été nominé par l'Association des critiques de films de Washington et aussi pour les Satellite Awards. Donc voilà, le scénariste est quand même mentionné. De mémoire, en fait, je crois que le personnage féminin qui m'avait le plus marqué, c'était pas vraiment une comédie romantique, c'était dans Almost Famous de Cameron Crowe. Et je pense que depuis ce film-là, donc c'était sorti il y a quand même un bout de temps, il y a 15 ans. Il y a 40 ans. Il y a 20 ans. Donc, voilà, depuis ce film-là, j'avais pas vu un personnage féminin aussi bien écrit. Donc vraiment... ça, c'est personnel quand même. Personnel, ouais. Vraiment. Depuis ce temps-là, vraiment. Et là, je trouvais ce personnage féminin, il est génial parce que on l'aime pour ses défauts, c'est rare. Elle est pas, elle essaye pas de sauver un chat d'un arbre pour attirer ton empathie.
Donc ça m'a fait vraiment plaisir, ce travail là-dessus. Et l'actrice est formidable. Et l'actrice est très bonne. Elle ressemble à une Christina Ricci bis, elle est mortelle, vraiment. Je suis un peu tombé amoureux quand même, mortelle. Voilà. Bon, pour conclure, ce film, on le regarde, on est d'accord ? On le regarde, même s'il faut un abonnement Amazon, en l'occurrence. C'est quand même dommage que ça sorte pas en salle, ce genre de truc, quoi. Parce que pour le coup, ça vaudrait le coup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le truc d'Un jour sans fin, c'est que quand c'est sorti Un jour sans fin, je sais pas si je pourrais vraiment dire que c'est de suite du niveau d'Un jour sans fin, j'en suis pas encore persuadé, quoi, parce que pour moi, Un jour sans fin, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais en fait, j'en avais totalement. Enfin, le truc, c'est qu'Un jour sans fin, on a pu le voir en salle. C'est peut-être un film, en fait, qui a été un peu sous-estimé au moment où il est sorti, mais qui reste 30 ans après, quoi. Donc voilà, je pense que c'est des films que tu as envie de découvrir en salle, pas forcément parce qu'ils sont formidablement bien et qu'ils valent le grand écran au sens c'est pas un spectacle, le film, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où ça marque un peu plus, en fait, dans le flux du contenu. Le problème avec Amazon, c'est que c'est ça, en fait, tu te tapes ça entre deux séries, entre deux machins, et je pense qu'il restera plus que les autres, mais bon, c'est ouais, je me demande comment il va vieillir. Moi, je l'ai déjà vu 2 fois à plusieurs semaines d'intervalle, et j'ai apprécié toujours autant la deuxième fois, donc déjà j'ai un peu d'espoir pour qu'il vieillisse bien, quoi. Bah, moi, vous m'avez donné envie de le revoir, donc je vais continuer à poncer mon abonnement Prime Video. Si ça vous dit, rendez-vous aussi donc sur Amazon Prime Video, le film est disponible. Et une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Pour ça, retrouvez Capture Mag sur Facebook Messenger. L'application mobile vous permet d'enregistrer directement un message vocal. On sera ravis d'entendre vos douces voix et de diffuser vos commentaires à l'antenne. Dans la dernière émission, on parlait de La Mission, News of the World, avec Tom Hanks. Un film plein de bonnes intentions, peut-être un peu trop. Alors Alain, dis-nous tout, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Bonjour Capture Mag, petite critique sur La Mission. C'est pas un mauvais film, Moment de vache maigre, c'est plutôt un film honorable qu'il y a sur Netflix. Maintenant, c'est pas un gage de qualité non plus, mais ça se regarde, c'est pas trop mal, mais rien de vraiment transcendant. On voit littéralement Tom Hanks à l'écran, j'ai l'impression qu'il s'embête même plus à jouer des personnages. La petite fille est très mignonne, donc c'est un peu le bon, la cute, et puis le néant, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui dépasse. Aucune aspérité, aucune surprise. Je suis vraiment déçu parce qu'on m'avait pas dit que c'était un film de Paul Greengrass, c'était impossible à deviner. Paul Greengrass, c'est un auteur, c'est aussi un journaliste, quelqu'un qui s'inspire de faits réels pour en faire quelque chose. Alors là, certes, c'est pas inspiré de faits réels, mais d'un livre, mais il y avait quand même une matière première historique, sociétale, sur fond de guerre civile, où il y avait vraiment des choses à dire sur la situation des Américains de l'époque, peut-être même des parallèles à faire avec celle d'aujourd'hui. Mais là, pas du tout, quoi. On a un film tout à fait anecdotique, dispensable. Moi, je l'avais déjà oublié avant de le finir. Maintenant, comme ça a été dit, il y a bien mieux qui a été fait. Tous les westerns qui ont été évoqués dans l'émission sont très bons. Et puis, pour continuer dans la digression, si jamais je devais retenir une expérience de western qui m'a vraiment transcendé, prenez une manette de console et puis jouez à Red Dead Redemption 2, qui est vraiment, pour moi, ce qui s'est fait de meilleur en termes de représentation du western. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Stéphane, merci. Merci à toi. Pour ne pas louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.